« Monsieur, ne signez pas ce contrat !» cria la femme de ménage. Le PDG millionnaire annula tout, et ce qu'il découvrit ensuite le laissa sous le choc. Madeleine Fournier avait 32 ans et un don pour passer inaperçu. Chaque matin, elle franchissait les portes des immeubles haussmanniens du 16e arrondissement comme une ombre familière que personne ne prenait la peine de saluer. Elle était discrète, efficace, ponctuelle, l'archétype même de la femme de ménage que l'on oublie de remarquer, même lorsqu'elle rend la lumière aux dorures ternies par la poussière du quotidien. Paris bourdonnait autour d'elle, mais dans la routine bien huilée de ses journées, le silence régnait. Depuis 3 ans, elle intervenait tous les mardis et vendredis dans une demeure imposante de la rue Rainoir, propriété d'un certain Édouard Leclerc. 39 ans, dirigeant d'une multinationale pharmaceutique, connue dans les cercles d'affaires pour son tempérament glacial et son regard d'acier. Elle ne lui avait jamais vraiment parlé, sauf pour les formules d'usage. « Bonjour, monsieur. Je vais commencer par la cuisine, si cela vous convient. » Il répondait toujours d'un signe de tête à peine perceptible. Il ne criait pas, ne parlait pas trop fort, mais il imposait. Par sa stature, par sa manière d'ignorer le monde, ou peut-être simplement par son costume impeccable même à 8 heures du matin. Madeleine avait appris à l'observer sans jamais donner l'impression de le faire. Elle savait, par exemple, qu'il buvait toujours son café noir sans sucre, qu'il lisait les rapports financiers imprimés et annotait chaque page avec une rigueur presque maniaque. Elle savait aussi qu'il aimait que les coussins du canapé soient indisposés de manière symétrique et que le vase sur la table basse ne contienne jamais de fleurs odorantes. Il n'avait jamais souri en sa présence. Mais ce matin-là, un mardi comme les autres, une tension étrange flottait dans l'air. Elle le sentit dès qu'elle entra. La lumière était allumée dans le bureau, ce qui n'était jamais le cas à 7 heures. Édouard était déjà là, debout devant son bureau, le regard fixe sur un dossier ouvert. Il semblait soucieux, concentré au-delà de l'ordinaire. Madeleine fit son travail avec la même discrétion habituelle, commençant par la cuisine, puis passant au salon jusqu'à atteindre l'entrée du bureau. La porte était entr'ouverte. Elle hésita, toqua doucement. Aucune réponse. Elle glissa la tête par l'entrebâillement et le vit s'absenter brièvement de la pièce, son téléphone à la main. Sur le bureau, un contrat était posé, plusieurs. Pages agrafées ensemble. Un détail attira son regard, le logo d'une société. Elle plissa les yeux, luttant contre le sentiment d'intrusion. Le nom lui parut étrangement familier. Elle n'était pas de nature curieuse, mais quelque chose dans cette typographie, ce graphisme, réveilla une mémoire enfouie. Elle s'approcha, juste assez pour lire la première ligne du document. Et là, son cœur se serra. Elle recula, brusquement lorsque des pas résonnèrent dans le couloir. Édouard revenait. Elle reprit rapidement son chiffon, feignant de nettoyer la porte vitrée. Il ne dit rien, passa à côté d'elle, retourna à son bureau et se rassit. Mais quelque chose en elle avait déjà changé. Ce nom, elle ne l'avait pas entendu, depuis des années. Il appartenait à une époque qu'elle avait enterrée sous des couches de silence et de résignation. Une époque où elle avait un frère, un avenir, des rêves d'université. Tout cela s'était écroulé brutalement, sans qu'elle n'ose jamais revenir sur les ruines. Elle termina le ménage en silence, le souffle court. Quand elle sortit, de l'appartement, la lumière du jour lui sembla irréelle. Elle descendit les escaliers lentement, la tête pleine d'ombre. Il fallait qu'elle réfléchisse, qu'elle confirme. Mais une chose était sûre, ce contrat, ce nom sur la couverture, ce n'était pas un hasard. Et elle ne pouvait pas se taire, pas cette fois. Elle savait que sa voix n'avait jamais eu d'importance dans cet immeuble, dans cette ville, peut-être même dans ce monde. Mais quelque chose en elle, ce jour-là, se réveilla. Une part oubliée d'elle-même, une flamme que même les années de silence n'avaient pas su éteindre. Et le destin, qui jusqu'alors l'avait ignorée, s'apprêtait à prêter l'oreille. Le lendemain matin, Madeleine se réveilla avant l'aube, les pensées en vrac et le cœur encore agité par les fragments de la veille. Le nom qu'elle avait lu sur le dossier, Biogenia, l'avait percuté comme une gifle venue du passé. Cette entreprise, autrefois modeste, avait été au centre du scandale qui avait détruit la vie de son frère, Clément, un nom qu'elle n'avait plus prononcé depuis presque 10 ans. Clément, ce frère brillant et audacieux, avait été stagiaire en biochimie dans un laboratoire lié à Biogenia. Un jour, il était revenu chez eux, le visage fermé, les mains tremblantes. 2 semaines plus tard, il était accusé de sabotage industriel, arrêté puis relâché faute de preuves, mais définitivement marqué.
Sa réputation, ses études, son avenir, tout s'était effondré en silence. Depuis, il avait disparu, refusant tout contact. Et Madeleine, par peur, par honte, n'avait jamais cherché à le retrouver. C'était plus simple de prétendre qu'il était parti de son plein gré, qu'il vivait ailleurs, heureux peut-être. Mais elle n'y avait jamais vraiment cru. Assise à la table de sa petite cuisine, une tasse de thé tiède entre les mains, elle revoyait le logo de Biogénia, imprimé sur le papier épais du contrat. Comment cette entreprise se retrouvait-elle entre les mains d'Édouard Leclerc? Était-ce une acquisition récente? Un partenariat? Et pourquoi ce nom ressurgissait-il maintenant, après tant d'années? Elle n'avait pas de réponse, seulement une intuition. Il y avait un lien, et elle devait le découvrir. Madeleine n'avait jamais été fouineuse. Elle vivait de routine, de discrétion, de silence. Elle se contentait d'effacer les traces des autres, de nettoyer ce que personne ne voulait voir. Mais là, une faille s'était ouverte. Quelque chose clochait, et elle ne pouvait plus détourner le regard. Elle repensa à la disposition du bureau, à la façon dont les documents étaient classés, à la clé accrochée à l'intérieur du tiroir. Ce n'était pas un simple rangement. C'était une organisation rigoureuse, presque paranoïaque. Elle prit une décision qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le vendredi suivant, elle reviendrait. Elle trouverait un prétexte pour revenir plus tôt. Peut-être dire qu'elle avait oublié quelque chose. Elle entrerait à nouveau dans ce bureau et cette fois, elle lirait davantage. Pas pour voler, pas pour trahir, pour comprendre. Toute la semaine, l'idée la hanta. Elle dormait mal, mangeait peu. Chaque trajet en métro, chaque bruit de pas dans les couloirs résonnait comme des rappels de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Et pourtant, elle ne recula pas. Le vendredi arriva. Elle prépara ses affaires avec plus de soin que d'habitude, choisit des vêtements qui n'attireraient pas l'attention, noua ses cheveux en un chignon sévère. Elle sortit plus tôt que nécessaire, descendit du bus 2 stations avant, fit le reste du chemin à pied, comme pour se donner du courage. Lorsqu'elle arriva devant la porte de l'appartement, ses mains tremblaient légèrement. Édouard n'était pas là, c'était inhabituel. Il laissait toujours un mot lorsqu'il devait s'absenter, mais cette fois, rien. La porte était fermée à clé, mais elle possédait un double remis en main propre par l'assistante de l'agence il y avait 3 ans. Elle hésita devant la serrure, son esprit pesant le pour et le contre. Puis, dans un geste rapide, presque mécanique, elle entra. Le silence dans l'appartement était oppressant. Aucun bruit de fond, aucun murmure électronique. Elle se dirigea droit vers le bureau. La porte était déverrouillée. Une chance. Elle entra. Les documents étaient là, comme mardi. Mais cette fois, elle prit le temps. Elle enleva ses gants, sortit son téléphone et commença à photographier les pages, une à une. Elle découvrit une série de rapports confidentiels, des données d'essais cliniques, des courriers internes. Biogénia avait été récemment racheté par Leclerc Industries. L'acquisition était tenue secrète pour éviter les fuites, mais surtout pour ne pas attirer l'attention sur une série de plaintes liées à des effets secondaires graves d'un médicament expérimental, le projet Helix. Helix. Le nom résonna en elle avec une force brutale. C'était le même programme auquel Clément avait participé. Elle s'en souvenait maintenant. Il lui avait parlé d'un traitement révolutionnaire, d'un protocole aux effets incontrôlés. Il avait découvert des falsifications, des dissimulations. Et puis, il avait tout perdu. Madeleine continua de lire, absorbant chaque mot comme une gifle. Il y avait des notes, des annotations écrites de la main d'Édouard, évoquant la nécessité de neutraliser les interférences internes. Un passage mentionnait un ancien collaborateur, soupçonné d'avoir conservé des copies de données compromettantes. Aucune mention de Clément par son nom, mais la chronologie, les faits, les allusions, tout pointait vers lui. Un bruit la fit sursauter. La serrure. Quelqu'un entrait. Elle n'avait plus le temps. Elle referma rapidement les classeurs, rangea les papiers, quitta le bureau, traversa le salon. Elle attrapa un chiffon au hasard, se pencha sur une étagère. Édouard apparut dans l'encadrement de la porte, son regard perçant se posant sur « Elle ? Vous êtes venue plus tôt aujourd'hui. » Elle hocha la tête. « Je me suis dit que je pourrais finir un peu plus vite aujourd'hui. Si cela ne vous dérange pas ?» Il la regarda un instant, puis répondit d'un ton neutre. « Faites comme vous voulez. » Il s'éloigna. Elle resta figée quelques secondes, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle quitta l'appartement,
Elle savait que plus rien ne serait comme avant. Ce qu'elle avait. T'as vu, ce qu'elle avait découvert ne pouvait pas rester enfoui. Clément avait tenté d'alerter le monde. Elle n'avait pas écouté. Mais aujourd'hui, elle avait une dette à payer et une vérité à révéler. Le samedi matin, le ciel parisien était d'un gris impassible. Les nuages si bas qu'on aurait cru pouvoir les toucher. Madeleine, pourtant, ne voyait rien de tout cela. Sa tête résonnait encore des fragments de documents qu'elle avait lus, des annotations froides d'Édouard, de ce nom maudit, Élix. Elle n'était plus tout à fait la même depuis qu'elle avait photographié ces pages. Elle les avait relues toute la nuit, analysées, décryptées. Ce qu'elle avait entre les mains n'était pas simplement une preuve, c'était un aveu silencieux, une brèche dans un mur d'omerta. Assise à sa table, elle prit un carnet ancien, celui qu'elle gardait dans un tiroir, là où se trouvaient encore quelques lettres froissées de Clément, écrites avant sa disparition. Sa plume avait changé au fil des mois, ses mots étaient devenus rares, tremblants, puis totalement absents. Elle en relut une, la dernière, datée de presque 8 ans. « Je crois que j'ai mis le pied là où il ne fallait pas. Ils mentent, Madeleine. Ils mentent tous. » À l'époque, elle avait lu ces mots sans vouloir comprendre. Aujourd'hui, ils prenaient une toute autre couleur. Elle savait ce qu'il lui restait à faire. Retrouver Clément. Vivre dans l'ombre de cette vérité n'était plus possible. Mais comment retrouver un fantôme? Il n'avait laissé aucune trace, ni adresse, ni numéro, rien. Seulement des souvenirs, quelques noms d'amis, des lieux évoqués dans des conversations trop anciennes. Elle commença par là. Elle sortit son vieux téléphone, fit défiler ses anciens contacts. Plusieurs numéros ne fonctionnaient plus, d'autres ne répondaient pas. Puis elle se souvint de Julien Meunier, un camarade de faculté, proche de Clément durant sa dernière année. Elle trouva un profil sur un réseau social professionnel. Il travaillait maintenant à Lyon, dans une clinique privée. Sans perdre une seconde, elle lui envoya un message. « Bonjour Julien, je suis la sœur de Clément Fournier. Tu te souviens de lui? Je cherche à le retrouver. C'est important, très important. » Elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate, mais son téléphone vibra 20 minutes plus tard. Julien avait répondu. « Madeleine? »« Oui, je me souviens. Clément a disparu du jour au lendemain. J'ai tenté de le recontacter, sans succès. J'ai appris qu'il avait été vu à Marseille, il y a quelques années. Un ami commun m'a dit qu'il travaillait dans un dispensaire bénévole sous un faux nom. Je ne sais pas si c'est vrai. » Marseille. Ce mot fit battre son cœur, un peu plus fort. C'était loin, incertain, mais c'était une piste. Elle remercia Julien, le cœur empli d'espoir. Ce jour-là, elle ne fit pas le ménage. Elle resta chez elle, relisant encore les photos du dossier Élix, notant des noms, des dates, des lieux. Elle établit un plan. Elle partirait à Marseille. Elle ne savait pas ce qu'elle y trouverait, ni même si Clément y serait encore. Mais elle ne pouvait pas rester passive. Pas après tout ce qu'elle avait découvert. Le lundi suivant, elle annonça à l'agence de nettoyage qu'elle prenait une semaine de congé pour raisons personnelles. On ne posa pas de questions. Elle prit un billet de train pour Marseille, un aller simple. Elle n'avait pas les moyens de grands hôtels ni de taxis. Elle emporta un sac avec quelques vêtements, ses notes et les copies des documents. Le reste, elle le laissa derrière elle. Même ses doutes. Le trajet fut long, ponctué par le cliquetis régulier des rails et les annonces monotones. Mais, dans sa tête, une seule idée persistait. Retrouver son frère. À son arrivée, la ville la frappa par son mélange de beauté brute et de désordre. Les rues, les odeurs, les gens. Rien à voir avec la froideur organisée du 16e arrondissement. Ici, tout semblait plus vivant, plus instable aussi. Elle commença par les dispensaires. Il y en avait plusieurs, souvent discrets, installés dans des quartiers populaires. Elle visita 3 d'entre eux le premier jour, posant des questions, vagues, décrivant un homme brun, mince, entre 35 et 40 ans. Certains secouèrent la tête, d'autres haussèrent les épaules. Puis, dans une petite structure du quartier de la Belle de Mai, un infirmier d'origine algérienne la fixa longuement, après sa description. « Vous cherchez vraiment ce gars ? » ?»« Oui, c'est mon frère. Il travaille ici de temps en temps, pas régulièrement. On l'appelle Léo. Je ne connais pas son vrai nom, il ne parle pas beaucoup. Il vient aider surtout les soirs de forte affluence. » Madeleine sentit une chaleur étrange l'envahir. Elle remercia l'infirmier, lui laissa son numéro et demanda qu'on lui dise si Léo repassait. Elle resta dans le quartier le
Reste de la journée, marchant sans but précis, guettant les visages, cherchant dans les regards un fragment de son frère. Le lendemain, elle retourna au dispensaire. L'infirmier l'a reconnue. « Il est passé hier soir. J'ai dit que quelqu'un le cherchait. Il n'a pas réagi, mais il m'a demandé votre prénom. Peut-être qu'il reviendra ce soir. » Elle attendit. Toute la journée. Elle s'assit sur un banc face à l'entrée. La nuit tomba et la ville s'endormit doucement. Puis, vers 10 heures, un homme s'approcha. Grand, le visage fatigué, des cernes profondes, des cheveux plus longs que dans ses souvenirs. Mais c'était lui, Clément. Il s'arrêta à quelques pas. Ils se regardèrent sans parler, pendant de longues secondes. « Madeleine » fit-il incrédule. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il s'approcha lentement, comme si chaque pas pouvait briser l'illusion. Puis, il s'arrêta devant elle. « Pourquoi maintenant ?» Sa voix était rauque, distante. « Parce que je sais, répondit-elle. Élix. Biogénia, je sais tout. » Le visage de Clément se crispa. Il détourna les yeux, prit une profonde inspiration. Puis, sans rien dire, il lui fit signe de le suivre. Ils marchèrent longtemps sans échanger un mot. Le quartier de la Belle de Mai s'effaçait derrière eux, laissant place à des ruelles plus sombres, plus calmes. Clément avait l'air sur ses gardes, comme un homme traqué, un fugitif qui connaissait trop bien les regards qui s'attardent trop longtemps, les pas qui résonnent derrière soi avec un écho suspect. Madeleine sentait la tension dans sa démarche, l'impatience contenue, la fatigue d'un homme qui ne savait plus à qui faire confiance. Pourtant, il ne la repoussa pas. Il marchait devant elle sans se retourner, mais sans chercher à la semer. C'était déjà beaucoup. Ils arrivèrent devant un immeuble décrépit, aux murs couverts de graffitis effacés et de vieilles affiches déchirées. Clément ouvrit une porte qui grinça, monta un escalier étroit et l'invita à entrer dans un petit studio à la lumière chancelante. L'odeur de poussière, de livres anciens et de café froid flottait dans l'air. Un lit, simple, un bureau encombré de papiers, quelques étagères pleines de dossiers. Rien de personnel. Pas de photos, pas de souvenirs. Juste le nécessaire pour survivre. Il lui désigna une chaise. Elle s'assit. Lui resta debout, adossé au mur, les bras croisés. « Alors, tu sais, j'ai vu les documents. Chez Leclerc, le projet Élix, Biogénia, les annotations. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel. » Il soupira, ferma les yeux quelques secondes, puis se laissa tomber sur une chaise en face d'elle. « Il continue, » murmura-t-il. « Malgré tout ce qu'on a découvert, malgré les victimes, ils ont maquillé les rapports, acheté les silences, effacé les preuves. Et moi, ils m'ont effacé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi être parti comme ça? Parce que je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacé, Madeleine. Pas directement, jamais en face. Mais j'ai compris. J'ai vu mon nom disparaître des bases de données de la fac. Mon dossier médical falsifié. Mon compte en banque bloqué. Ils m'ont isolé, ils m'ont fait disparaître sans même avoir besoin de m'arrêter. Alors je suis parti. » Elle le regardait, le cœur serré. Il avait changé, plus maigre, plus dur. Son regard était celui d'un homme qui avait survécu à trop de silence. Mais c'était bien lui, son frère, et il était vivant. « Leclerc est derrière tout ça ?» demanda-t-elle. « Oui, pas seul, mais il est au centre. C'est lui qui a racheté Biogénia, qui a relancé le projet Élix sous un autre nom. J'ai réussi à suivre les mouvements financiers, à reconstituer le puzzle. Il utilise des sociétés écrans, des comptes offshore, des fondations prétendument caritatives. C'est un réseau complexe, mais tout pointe vers lui. » Madeleine sortit son téléphone et lui montra les photos qu'elle avait prises. « Ça, c'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Clément prit l'appareil, parcourut les images avec attention. Il hochait la tête à chaque page, murmurant parfois un mot, un nom. À la fin, il leva les yeux vers elle. « C'est plus que ce que j'ai réussi à obtenir depuis des mois. Tu n'aurais jamais dû y toucher. C'est dangereux, Madeleine. Tu ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. » Je commence à comprendre. Mais je ne pouvais pas rester là, à nettoyer leur poussière en fermant les yeux. Il esquissa un sourire triste. « Tu n'as jamais été lâche. Moi, j'ai fui. Toi, tu es revenu vers moi. C'est toi qui as du courage. » Ils restèrent en silence un moment. Puis Clément se leva, alla fouiller dans une boîte métallique sous son lit et en sortit une liasse de documents jaunis. Des notes,
des schémas, des courriels imprimés, des extraits de rapports. Il les posa devant elle. « Voici ce que j'ai. Ce sont des copies. Les originaux sont ailleurs. Ces documents prouvent que le protocole Helix était dangereux dès le départ. Les tests sur les animaux ont montré des effets secondaires sévères, mais ils ont quand même lancé les essais sur des humains en Afrique dans des zones sans régulation. Ils ont corrompu les autorités locales, utilisé de patients sans consentement éclairé. » Madeleine parcourait les pages, le cœur au bord des lèvres. C'était pire que ce qu'elle imaginait. Des noms, des dates, des chiffres, des vies réduites à des lignes de code, des morts sans sépulture. Tout ça pour un traitement miracle qui promettait de prolonger la vie, mais qui la dévorait de l'intérieur. « Tu veux les dénoncer ?» demanda-t-elle. « J'ai essayé. Personne n'écoute. Les journalistes ont peur. Les avocats me demandent. Des garanties que je n'ai pas. J'ai besoin d'un canal, d'un relais. Quelqu'un que personne ne soupçonnera. » Elle comprit immédiatement ce qu'il sous-entendait. « Moi. Tu travailles pour Leclerc. Tu es invisible. Tu peux entrer, observer, collecter. Personne ne te voit. C'est parfait. » Elle hocha lentement la tête. Ce rôle, elle n'avait jamais voulu l'endosser. Mais il s'imposait à elle comme une évidence. Elle était la seule à pouvoir passer inaperçue dans l'œil du cyclone. Elle n'était pas une espionne, ni une justicière. Elle était une femme de ménage. Mais peut-être que c'était précisément ce dont le monde avait besoin. « D'accord, dit-elle enfin, je t'aiderai. Mais tu dois me promettre que si ça tourne mal, tu disparaîtras à nouveau. Je ne veux pas te perdre une deuxième fois. C'est moi qui devrais te dire ça. » Ils se serrèrent dans les bras comme pour sceller un pacte silencieux. Un pacte de sang, de cendre et de vérité. Lorsque Madeleine remonta à Paris, la ville lui sembla plus froide qu'avant. Les trottoirs semblaient plus lisses, les immeubles plus rigides, les visages plus indifférents. Elle savait que rien n'avait vraiment changé autour d'elle, mais en elle tout était désormais différent. Chaque regard, chaque geste, chaque parole échangée dans les couloirs de ces immeubles de luxe lui paraissait empreint d'une nouvelle dimension, comme si elle voyait soudain le monde à travers une autre lentille. Celle de la vérité, celle du danger, celle de la mission qu'elle avait acceptée. Elle reprit son travail chez Édouard Leclerc le mardi suivant, comme si de rien n'était. Elle avait préparé ses gestes à l'avance, s'était entraînée à garder son visage neutre, à dissimuler toute tension dans la fluidité de ses mouvements. Elle avait appris, au fil des années, à se fondre dans le décor. Cette fois, elle utiliserait ce talent pour espionner, pour collecter des preuves, pour faire tomber celui qui avait brisé la vie de son frère et tant d'autres. Leclerc était là, comme à son habitude, déjà assis dans son bureau lorsqu'elle arriva. Il leva à peine les yeux de son ordinateur. Son téléphone était posé à côté d'un bloc de feuilles noires, des notes manuscrites qu'elle n'avait encore jamais vues. Elle balaya la pièce d'un regard discret. Le vase au centre de la table basse était vide, les coussins du canapé parfaitement alignés. Rien n'avait changé. Mais elle, oui. Elle commença par la cuisine. Elle nettoyait plus lentement, laissant son esprit absorber les sons, les voix, les bruits de pas. Chaque cliquetis d'un clavier, chaque inflexion de voix au téléphone était désormais une information potentielle. Elle ne pouvait pas tout enregistrer, alors elle notait mentalement les mots clés, les noms, les lieux. Elle s'efforçait de ne jamais paraître trop curieuse, mais elle observait tout. Lorsqu'elle passa devant le bureau, la porte était entr'ouverte. Elle fit semblant d'essuyer un cadre suspendu au mur du couloir, laissant ses oreilles capter des fragments de conversation. Le rapport de Toulouse, oui, je veux que ce soit réglé avant vendredi. Aucun fuite, sinon on coupe l'opération. Compris? Sa voix était basse mais ferme. Une menace voilée dans chaque mot. Toulouse. Un nouveau lieu. Un nouveau lien. Elle retint le mot et continua sa route. Pendant les jours qui suivirent, elle élabora une méthode. Elle plaçait discrètement un petit dictaphone, dissimulé dans sa poche, activé seulement lorsqu'elle approchait du bureau. Elle ne voulait pas que son téléphone puisse être tracé. Clément lui avait appris à ne jamais sous-estimer la surveillance numérique. Le petit appareil analogique acheté en liquide dans une vieille boutique d'électronique était plus sûr. Elle transcrivait chaque soir ce qu'elle avait pu enregistrer, puis envoyait les fichiers compressés à Clément depuis un cybercafé différent à chaque fois. Ils n'échangeaient pas par téléphone, jamais par messagerie. Ils avaient convenu de points de contact anonymes, de codes, de délais.
Tout était codifié comme une opération de résistance. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'appartement après une matinée de nettoyage, Édouard l'arrêta dans le couloir. « Madeleine ?» Elle se retourna, le cœur battant. « Oui, monsieur. J'ai remarqué que vous prenez plus de temps qu'avant. Est-ce qu'il y a un problème ?» Elle baissa les yeux, adopta une posture légèrement soumise, presque gênée. « Je suis désolé, monsieur. J'ai eu des vertiges ces derniers temps, mais je m'applique à faire les choses comme il faut. Je ne veux pas bâcler. » Il la fixa quelques secondes, silencieux. Elle sentit son regard la traverser comme une lame. « Bien, prenez soin de vous. Je préfère que le travail soit bien fait. » Elle acquiesça, puis s'éloigna. À peine la porte refermée, elle sentit ses jambes trembler. Il avait remarqué le changement. Elle devait redoubler de prudence. Le soir, dans son petit appartement du 11e arrondissement, elle analysait les enregistrements les plus récents. Une voix différente, celle d'un homme au ton plus nerveux, discutait avec Édouard dans le bureau. Il parlait d'un certain protocole L9, d'un entrepôt sécurisé en périphérie de transport discret. Elle recoupa les horaires, les sons de fond, chercha des indices. Clément l'aidait à distance, analysait les éléments qu'elle lui transmettait. Ensemble, ils reconstituaient le réseau tentaculaire. Madeleine comprit rapidement qu'Édouard ne travaillait pas seul. Il était au sommet d'une pyramide, mais en dessous de lui se trouvait une hiérarchie invisible d'opérateurs, de gestionnaires, de scientifiques complices. Certains savaient exactement ce qu'ils faisaient. D'autres, peut-être, suivaient les ordres sans poser de questions. Le projet Helix, renommé L9, visait à développer un médicament aux applications militaires. Augmentation cognitive, résistance accrue à la douleur, réduction des besoins en sommeil. Le rêve de tout gouvernement, le cauchemar de l'éthique médicale. Les cobayes étaient des sans-papiers, des prisonniers transférés secrètement, des individus que personne ne viendrait réclamer. Clément avait vu les registres, les noms codés, les lieux d'inhumation. Il savait que certains corps n'avaient jamais été retrouvés. Madeleine était désormais au cœur d'un complot d'une ampleur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque jour, elle affrontait la peur. Chaque jour, elle se battait contre l'instinct de fuir. Mais elle se raccrochait à une seule certitude. Si elle arrêtait maintenant, tout serait perdu. Elle décida alors de franchir un nouveau pas. Elle prendrait des photos, pas seulement des documents, mais de l'intérieur du bureau, des objets, des schémas griffonnés sur les tableaux blancs. Elle devait le faire vite, sans laisser de traces. Et surtout, sans se faire attraper, car désormais, elle n'était plus invisible. Elle était une menace. Et les menaces, dans l'univers d'Édouard Leclerc, ne restaient jamais longtemps en vie. L'hiver s'était installé à Paris sans fracas, glissant lentement entre les murs de pierre et les avenues désertées. Madeleine, emmitouflée, dans son manteau usé, avançait chaque matin avec la régularité d'un métronome, rythmée par les cliquetis de ses clés et le crissement de ses semelles sur le gravier gelé. Le monde extérieur semblait figé dans une routine familière, mais sous cette surface tranquille, elle vivait chaque jour comme un nouveau chapitre d'un roman d'espionnage dont elle était à la fois l'héroïne et la cible. Son infiltration, dans l'univers d'Édouard Leclerc, était désormais bien plus qu'un simple recueil de preuves. C'était une descente lente et méthodique dans les entrailles d'un empire construit sur la manipulation, la peur et la disparition. Depuis qu'elle avait commencé à photographier certains documents dans le bureau d'Édouard, Madeleine avait compris que la moindre erreur pouvait lui coûter cher. Chaque cliché volé était un pas de plus vers la vérité, mais aussi un pas plus près du gouffre. Elle cachait la carte mémoire dans la doublure de son sac à main, changeait l'ordre de rangement des objets sur le bureau après les avoir déplacés, effaçait soigneusement ses empreintes. Elle nettoyait avec une intensité inhabituelle pour dissimuler le stress dans le mouvement. Leclerc, de son côté, n'avait rien laissé transparaître. Il continuait à l'ignorer comme à son habitude, mais son silence lui semblait de plus en plus lourd. Un jeudi matin, alors qu'elle entrait dans le bureau, elle remarqua un détail. Un nouveau tiroir avait été verrouillé. Elle ne l'avait jamais vu fermé auparavant. Sur le dessus du meuble, un carnet noir très fin était posé comme abandonné. Elle hésita, puis dans un élan contrôlé, elle sortit son téléphone et photographia discrètement les 2 pages ouvertes, avant de les replacer exactement comme elles étaient. Le carnet contenait des annotations codées, une série de chiffres, des lettres, des initiales. À première vue, rien de compréhensible.
Mais elle savait que Clément saurait interpréter cela. Ce soir-là, elle lui envoya les photos depuis un point relais différent, comme toujours. Il répondit le lendemain avec un message clair. Ce sont des données de localisation, des identifiants GPS. On peut suivre le transport du L9. Cette découverte fit naître en elle une angoisse nouvelle. Si les livraisons avaient lieu en France, cela signifiait que l'expérimentation avait franchi un cap. Elle relut les documents qu'elle avait déjà collectés, croisant les informations. Le mot « phase 3 » revenait plusieurs fois, accompagné d'acronymes techniques, de dates, de mentions de volontaires sous contrat. Elle savait que ces termes étaient des euphémismes. Les cobayes ne donnaient pas leur accord. Ils étaient piégés. Elle décida de prendre un risque supplémentaire. Lors de sa prochaine visite, elle s'introduirait discrètement dans le bureau pendant que Leclerc serait en réunion. Elle avait remarqué que certains vendredis, il partait au siège de sa société mère vers 11 heures du matin, laissant l'appartement vide jusqu'à midi. Une fenêtre d'1 heure. Ce vendredi-là, elle arriva plus tôt, prétextant un rendez-vous médical l'après-midi. Il accepta sans poser de questions. À 11h10, elle entra dans le bureau. Elle savait que le tiroir verrouillé contenait des documents cruciaux. Elle avait observé la serrure pendant plusieurs jours. Ce matin-là, elle utilisa un petit outil, fourni par Clément, pour forcer délicatement l'ouverture. Le mécanisme céda en silence. À l'intérieur, une série de chemises plastifiées, classées par couleur. Rouge, bleu, vert. Elle choisit les rouges. À l'intérieur, des fiches de suivi médical, des courbes d'évolution, des photos, des corps, des visages émaciés, des cicatrices, des regards perdus. Et à côté, des notes froides, des pourcentages, des indicateurs de performance. Elle sentit sa gorge se serrer. Ce n'était plus une mission. C'était une obligation morale. Elle photographia tout, sans trembler. Chaque page, chaque détail. Puis elle referma le tout, verrouilla le tiroir et quitta la pièce comme si de rien n'était. Lorsqu'Édouard revint, elle était déjà en train de balayer le couloir. Il ne dit rien, ne la regarda même pas. Mais elle sentit une tension dans l'air. Une tension imperceptible, mais réelle. Le soir même, Clément lui confirma ce qu'elle avait craint. Les données qu'elle avait envoyées étaient extraites d'un programme actif. Plusieurs sujets testés en région parisienne. Les noms de code correspondaient à des patients sans famille, issus d'hôpitaux psychiatriques ou de foyers sociaux. Leclerc et son équipe avaient créé une couverture parfaite. Les morts étaient classés comme naturels, les anomalies médicales noyées dans des dizaines de pages administratives. Elle comprit alors qu'elle devait accélérer le processus. Attendre plus longtemps, c'était prendre le risque que les documents soient déplacés, que les témoins disparaissent, que les preuves soient effacées. Clément commença à chercher un contact fiable dans les médias. Pas une grande chaîne, pas un nom trop visible. Quelqu'un d'indépendant, courageux, qui n'avait rien à perdre. Ils pensèrent à une journaliste d'investigation, exilée, du système médiatique classique, après avoir publié une série d'articles sur les traitements illégaux dans les prisons françaises. Elle travaillait désormais pour un site confidentiel, mais très respecté dans certains cercles. Ils prirent contact avec elle sous des pseudonymes en utilisant un canal crypté. Elle accepta de les rencontrer dans un café discret de la banlieue. Sud, Madeleine s'y rendit, la gorge nouée, un sac plein de copies imprimées serré contre elle. La femme était d'un calme impressionnant, posée, méthodique. Elle lut les premières pages sans dire un mot, puis leva les yeux. « Si ce que vous me donnez est vrai, vous venez de mettre le doigt dans un engrenage qui vous dépassera. Est-ce que vous êtes prête à aller jusqu'au bout ?» Madeleine ne répondit pas immédiatement. Elle se souvint de Clément, de ses années d'errance, de sa peur, de sa solitude. Elle se souvint des visages dans les photos, des chiffres, des cadavres sans nom. « Je n'ai plus le choix », murmura-t-elle. « C'est eux ou nous. » Depuis sa rencontre avec la journaliste, Madeleine n'avait plus connu une seule nuit de sommeil paisible. Chaque bruit dans le couloir, chaque ombre derrière une vitre, chaque appel inconnu sur son téléphone provoquait en elle une alerte sourde, un soupçon de danger imminent. Le monde autour d'elle n'avait peut-être pas encore changé, mais elle sentait que quelque chose, quelque part, s'était déplacé. Une tension nouvelle pesait dans l'air. Le calme fragile qui enveloppait sa mission s'effritait lentement, laissant apparaître les premiers signes d'une réaction en chaîne. Et elle savait que ce n'était que le début. Clément l'avait prévenue.
Une fois les documents entre les mains de la journaliste, le compte à rebours avait commencé. Les premiers articles paraîtraient dans quelques jours. Le site sur lequel ils seraient publiés avait prévu un plan de protection numérique renforcé, plusieurs sauvegardes, dans des serveurs étrangers et des relais automatiques. Mais rien ne garantissait que la vérité verrait le jour sans que des représailles ne s'abattent sur eux. La journaliste, bien qu'habituée à ce genre de tempête, avait demandé à Madeleine de se faire oublier pendant un temps. « Éloignez-vous, coupez le lien, on s'occupe de la suite. » Mais Madeleine ne pouvait pas encore. Elle sentait qu'il lui restait une dernière chose à faire, une pièce manquante, une vérité qu'elle n'avait pas encore trouvée. Quelque chose dans le comportement d'Édouard, dans ses silences de plus en plus lourds, ses allées et venues moins fréquentes, lui faisait penser qu'il préparait quelque chose. Une fuite peut-être, une opération de nettoyage, un effacement complet de ses traces. Elle devait en avoir le cœur net. Lorsqu'elle revint dans l'appartement ce mardi-là, l'atmosphère était différente. La lumière était allumée, dans toutes les pièces, les volets clos. Un parfum inhabituel flottait dans l'air, discret mais entêtant. Elle reconnut une note d'encens, mélangée à celle d'un désinfectant industriel. Le clerc n'était pas là, mais la tension dans l'espace semblait presque palpable. Elle entra lentement, posant son sac près de l'entrée, et commença à nettoyer comme à l'accoutumée. Mais cette fois, chaque geste était accompagné d'un regard furtif, chaque pièce inspectée minutieusement. Dans le salon, elle remarqua que certains livres avaient disparu de la bibliothèque. Des traces de poussière montraient qu'un espace avait été vidé récemment. Sur le bureau, plus rien, ni papier ni carnet noir. Les tiroirs étaient verrouillés, certains scellés avec du ruban adhésif noir. Un signe clair, il préparait son départ. Elle se hâta vers la chambre, rarement utilisée mais qui servait parfois de bureau secondaire. Sur le lit, une valise ouverte, des vêtements soigneusement pliés, un passeport posé sur le coin du matelas. Elle s'en approcha discrètement. Le passeport était au nom d'Édouard Leclerc, mais avec une double nationalité, française et luxembourgeoise. Elle feuilleta les pages. Plusieurs visas récents, dont un pour le Panama. C'était là qu'il comptait fuir. Son cœur s'accéléra. Il fallait agir maintenant ou jamais. Elle sortit son téléphone, prit en photo les visas, les pages, du passeport, le contenu de la valise, puis elle referma le tout comme si elle n'avait rien vu. Lorsqu'elle quitta la chambre, elle entendit un bruit de serrure. La porte d'entrée venait de s'ouvrir. Elle n'eut que le temps de se ruer vers la cuisine, prendre un chiffon et se pencher vers le plan de travail. Édouard entra, vêtu, d'un long manteau gris, le visage fermé. Il déposa une serviette noire sur la table du salon, puis s'avança vers elle. « Vous êtes en avance, dit-il. » Elle se força à sourire, baissant les yeux. « Je voulais terminer tôt, j'ai un rendez-vous cet après-midi. » Il ne répondit pas. Il resta planté là, quelques secondes, comme s'il la jaugeait, puis se détourna et se dirigea vers son bureau. Madeleine sentit son souffle reprendre, mais la tension en elle ne diminua pas. Il savait, elle en était presque certaine, son ton, son regard, sa façon de s'imposer dans l'espace. Quelque chose avait changé. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle retrouva Clément dans un café discret, près de la gare de Lyon. Elle lui montra les photos, les détails du passeport, le nom des sociétés liées au Panama qu'elle avait repérées dans un document précédent. « Il va s'enfuir, dit-elle, et s'il part, tout sera plus compliqué, il faut agir avant. » Clément approuva d'un signe de tête. « La journaliste publiera tout dans 2 jours. Si on peut ajouter ça, ce sera une preuve de sa fuite préméditée. Mais il faut une dernière pièce, une trace directe reliant les cobayes au laboratoire qu'il finance. Comment on trouve ça? Il y a un entrepôt, en banlieue, mentionné dans un des fichiers. On pense qu'il sert de centre de stockage et de transit pour les patients transférés. Si on pouvait filmer l'intérieur, prendre des visages, montrer l'environnement. » Madeleine ne répondit pas, elle savait déjà ce qu'elle allait dire. « Je vais y aller. Madeleine, je suis la seule à pouvoir entrer. Je suis une femme invisible, tu te souviens? Laisse-moi faire ça. » Clément voulut protester, mais il lut dans les yeux de sa sœur une résolution qu'il connaissait bien, celle qu'il avait autrefois soutenue lorsqu'il tombait, celle qui refusait de reculer, même face à l'abîme. Il n'insista pas. Ils passèrent la soirée à planifier l'opération. L'entrepôt se trouvait à Ivry-sur-Seine, dans une zone industrielle peu fréquentée la nuit. Madeleine s'y rendrait déguisée en agente d'entretien, un badge
contrefait autour du cou. Clément veillerait de l'extérieur, prêt à intervenir si besoin. Le matériel, une mini-caméra fixée à ses lunettes, un micro dans sa manche, une torche. Le lendemain, à 22 heures, elle entra dans l'entrepôt par une porte de service mal surveillée. L'intérieur était vaste, glacial, silencieux, mais ce qu'elle y découvrit allait changer définitivement le cours de sa mission. Des lits alignés, des hommes et des femmes sous perfusion, certains conscients, d'autres inconscients, tous marqués d'un numéro. Pas un seul personnel médical en vue, un dispositif clandestin, hors de toute régulation. Elle avança lentement, filmant tout, et puis elle le vit. Un homme attaché à son lit, les yeux ouverts, la fixant avec intensité. Il bougea légèrement les lèvres. « Aidez-moi » Cette voix la transperça. Elle n'aurait su dire pourquoi, mais elle savait que ce visage-là resterait gravé dans sa mémoire. Elle s'approcha, effleura sa main. Il serra ses doigts faiblement. « On va sortir d'ici » chuchota-t-elle. Mais elle savait que ce ne serait pas simple. La toile se resserrait et le temps pressait. Le lendemain matin, la une du site d'investigation éclata comme un coup de tonnerre dans un ciel d'hiver déjà chargé. Un simple titre en lettres noires sur fond blanc, Programme L9, les cobayes oubliés de la science française. En dessous, une série d'articles détaillés, chacun plus accablant que le précédent. Des photos floutées, mais reconnaissables, des extraits de documents, des témoignages transcrits, des cartes de localisation. Le nom d'Édouard Leclerc n'y figurait pas encore explicitement, mais tout lecteur attentif pouvait remonter le fil des implications. Le réseau, les laboratoires, les financements, les conséquences. Tout y était. Une détonation silencieuse qui allait faire vaciller plus que des certitudes, des institutions, des protections, des réputations construites sur le sang des invisibles. Madeleine lisait chaque mot avec la gorge nouée. C'était réel, enfin visible. Ce qu'elle et Clément avaient réuni n'était plus un puzzle privé, c'était devenu un cri public. La journaliste avait tenu parole, publiant les données en plusieurs vagues, rendant leur suppression plus difficile. En quelques heures, les articles furent partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux, relayés par d'autres sites indépendants, traduits en anglais, en espagnol, en allemand. Certains médias classiques commencèrent timidement à en parler, évoquant un scandale sanitaire en préparation, sans toutefois oser nommer les coupables. Mais cette vérité avait un prix. Madeleine le comprit lorsqu'elle reçut un message anonyme sur son téléphone personnel. Un simple mot « on sait ». Rien d'autre, ni signature, ni menace explicite. Mais elle sentit la peur s'emparer, d'elle comme une lame glacée. Elle avait été repérée. Pire, elle était devenue une cible. Elle se réfugia dans un petit hôtel de la rive gauche, changea de téléphone, effaça ses traces numériques. Clément fit de même. Ils se déplacèrent uniquement à pied, changèrent de trajet, ne se retrouvèrent jamais deux fois au même endroit. Leur monde s'était réduit à une guerre de l'ombre, un labyrinthe sans lumière. Mais fuir ne suffisait plus. Il fallait frapper encore. La journaliste leur proposa une stratégie plus agressive. Diffuser une seconde vague d'informations, cette fois en nommant explicitement Édouard Leclerc. Elle disposait désormais de suffisamment d'éléments pour établir un lien direct entre lui et les expériences. Mais une telle publication entraînerait une riposte violente. Leclerc possédait des avocats, des relations, des leviers de pression. Elle voulait l'accord de Madeleine. Assise dans un café anonyme face à Clément et à la journaliste, Madeleine resta silencieuse de longues minutes. Elle observait la rue à travers la vitre embuée, les passants pressés, les visages fermés, les vies qui continuaient. Puis elle parla, d'une voix ferme. « S'il reste une seule chance de les arrêter, il faut la prendre. Publiez tout. » La journaliste hocha la tête. Clément lui serra la main, comme pour sceller cette décision. Il savait que cela allait déclencher une tempête. La nuit suivante, Madeleine retourna une dernière fois dans l'appartement d'Édouard. Elle avait appris qu'il ne reviendrait que le lendemain. Un rendez-vous à Bruxelles, apparemment. Elle entra en douce, avec son badge habituel, et se dirigea droit vers le bureau. Elle n'avait qu'un seul objectif, récupérer le disque dur externe qu'elle avait repéré quelques jours plus tôt, dissimulé dans une cachette sous le meuble principal. Elle força le verrou, retira la petite trappe métallique et le trouva. Noir, compact, sans étiquette, elle le glissa dans sa poche et ressortit aussitôt, effaçant toutes ses empreintes, replaçant chaque objet. Elle ne laissa aucune trace. Le lendemain,
Clément analysa le contenu du disque. Il y trouva des enregistrements audio, des extraits de vidéos, des simulations de tests, des échanges de courriels entre Édouard et des partenaires étrangers, des noms de médecins, des transferts d'argent, des instructions pour camoufler les effets secondaires, et surtout des dossiers nominatifs avec photos, dates, résultats, des vies entières contenues dans quelques mégaoctets. Le fichier s'appelait « Résultats Jump Ultime ». La journaliste comprit immédiatement l'importance du document. Elle activa ses réseaux, prépara la deuxième salve. Cette fois, aucun filtre. Le nom d'Édouard serait révélé, les preuves publiées intégralement. Mais elle avertit Madeleine. Une fois en ligne, ce serait irréversible. Le jour J, tout bascula. Dès 8 heures du matin, les informations envahirent les écrans. Édouard Leclerc, PDG de Leclerc Industries, était désigné comme l'instigateur du programme illégal L9. Le site de la journaliste fut temporairement bloqué par une attaque informatique, mais les copies hébergées à l'étranger restaient accessibles. Une avalanche d'articles suivit. Les grands médias, cette fois, ne purent ignorer l'onde de choc. Les premières images de l'entrepôt d'Ivry, les enregistrements, les extraits de rapports officiels falsifiés circulaient en boucle. Les réactions politiques ne tardèrent pas. Le ministère de la Santé annonça l'ouverture d'une enquête. L'Ordre des médecins déclara qu'il suspendait plusieurs praticiens mentionnés dans les documents. Des ONG internationales appelèrent à des sanctions. Mais Édouard, lui, avait disparu. Madeleine l'apprit en fin de matinée. Il avait quitté la France dans la nuit, en avion privé, à destination d'un pays sans traité d'extradition. Les autorités faisaient mine de chercher. Mais Clément n'y croyait pas. L'homme avait préparé sa fuite depuis longtemps. Il savait que ce jour viendrait. Il avait simplement avancé l'échéance. Madeleine sentit une colère froide l'envahir. Ils avaient tout risqué. Ils avaient exposé leur vie, brisé le silence, réveillé les consciences. Et lui, le cœur du monstre, avait glissé entre les mailles. Mais elle refusa de se laisser abattre. Ce n'était pas fini. L'histoire était publique. Les victimes étaient visibles. Le combat venait de commencer. Elle et Clément devaient maintenant protéger les témoins, accompagner les procédures judiciaires, aider les familles. Leur rôle n'était pas terminé. Il ne faisait que s'élargir. Et dans ce combat-là, il n'y aurait pas de retour en arrière, seulement la promesse que plus jamais le silence ne couvrirait la douleur des oubliés. Lorsque les médias cessèrent de répéter en boucle le nom d'Édouard Leclerc et que les autorités commencèrent à temporiser leurs déclarations, Madeleine comprit que le temps de l'action directe était passé. Maintenant s'ouvrait celui de l'attente, de la procédure, des batailles juridiques longues et souvent injustes. Elle regardait les chaînes d'information, lisait les communiqués des ministères, entendait les témoignages tronqués dans les journaux télévisés. L'indignation avait éclaté avec violence, mais elle commençait déjà à se diluer dans le cycle habituel de l'actualité. Les mots perdaient leur force à mesure qu'ils étaient répétés sans conséquence. Pourtant, dans l'ombre, quelque chose continuait de bouger. Les premiers anciens patients retrouvés par Clément et la journaliste étaient désormais en sécurité. Certains parlaient, d'autres restaient prostrés dans un silence profond, marqué par la douleur, la peur ou simplement l'incompréhension. L'homme que Madeleine avait rencontré dans l'entrepôt, celui qui lui avait murmuré « Aidez-moi », s'appelait Abdel Rahmani. 37 ans, originaire de Casablanca, arrivé en France sans papier pour travailler dans le bâtiment. Il avait disparu un soir sans que personne ne pose de questions. Son corps avait été utilisé, testé, vidé de toute énergie, puis relégué dans un entrepôt comme un objet. Aujourd'hui, il réapprenait à marcher, à parler, à faire confiance. Madeleine allait le voir régulièrement. Elle ne lui disait pas grand-chose, restait près de lui apportait des livres, des fruits, des silences apaisants. Abdel ne parlait pas encore de ce qu'il avait vécu, mais ses yeux s'allumaient doucement quand elle entrait dans la pièce. Un jour, il lui dit simplement « Je me souviens de ta main. C'était peu, mais c'était énorme. » Clément, de son côté, avait été approché par un collectif d'avocats bénévoles, décidé à porter plainte contre Leclerc Industries. Les preuves accumulées, les documents rendus publics, les témoignages filmés constituaient une base solide, même si l'homme en lui-même s'était volatilisé. Plusieurs procédures furent engagées, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, là où des ramifications du projet L9 avaient été identifiées. Mais les avocats étaient lucides.
Ce serait un combat de plusieurs années, semé d'embûches, d'intimidation, de pression. L'important, selon eux, était de maintenir la visibilité de l'affaire, de ne pas laisser la poussière recouvrir les morts. Madeleine fut appelée à témoigner. Elle hésita. Ce n'était pas la peur du procès, ni celle de voir son nom associé publiquement à l'affaire. C'était une peur plus intime, celle de se montrer, de sortir enfin de l'ombre dans laquelle elle avait vécu toute sa vie. Mais Clément fut clair avec elle. Ils t'ont effacé parce que tu les arrangeais invisibles. Mais aujourd'hui, si tu restes dans le silence, ils gagneront encore. Tu dois être vu, tu dois être entendu. Elle accepta. Lors de l'audience préliminaire, elle raconta tout. Comment elle avait vu le dossier pour la première fois, comment elle avait retrouvé son frère, ce qu'elle avait découvert dans le bureau, les images dans l'entrepôt. Elle parla d'Abdel, des photos, du disque dur. Le juge l'écouta sans l'interrompre. Les avocats de la défense tentèrent de minimiser, de relativiser, de mettre en doute son objectivité. Elle resta droite. Sa voix ne trembla pas. À la sortie, des journalistes l'attendaient. Elle ne fit aucun commentaire. Elle n'avait jamais voulu devenir une figure publique. Ce qui comptait, ce n'était pas son nom, mais les faits, les preuves, la mémoire de ceux qui n'avaient jamais pu parler. Mais le système n'aimait pas les fissures. Très vite, elle se retrouva sans emploi. L'agence de nettoyage pour laquelle elle travaillait ferma son dossier pour raisons administratives. Des clients lui tournèrent le dos. Son appartement fut perquisitionné sous prétexte d'une vérification fiscale. Clément reçut des menaces. Leur boîte mail fut piratée. On tenta de décrédibiliser la journaliste, de faire passer son site pour une fabrique de complotistes. Mais rien n'y fit. Le récit tenait. Les documents étaient authentifiés. Les témoins parlaient. Le mal avait été fait, mais le voile était levé. Le monde savait. Les procès s'annonçaient longs, mais ils auraient lieu. Et dans ce tumulte, quelque chose de plus grand commença à naître. Un mouvement. Des familles de victimes s'organisèrent. Des collectifs furent formés. On parla de créer une commission d'enquête citoyenne, indépendante. Des étudiants en médecine prirent la parole pour dénoncer les dérives de leur stage, les pratiques opaques des laboratoires privés. Une lanceuse d'alerte dans un hôpital psychiatrique du nord de la France raconta comment des patients avaient été transférés sans explication. Le feu prenait. Madeleine, elle, continua de marcher, un pas après l'autre. Elle savait que sa mission ne s'arrêtait pas à la dénonciation. Elle allait devoir reconstruire, aider les survivants, offrir un visage, une voix, un geste à ceux que l'on avait réduits à des dossiers, à des statistiques. Elle suivait de près l'évolution d'Abdel, qui faisait chaque jour un progrès, aussi infime soit-il. Elle l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux, l'aidait à remplir des formulaires, traduisait des documents. Clément s'impliquait dans le réseau juridique, travaillant avec les avocats, rassemblant de nouveaux témoignages. Ils formaient désormais un duo soudé, complémentaire, le frère et la sœur qui avaient un jour été séparés par la peur et qui aujourd'hui combattaient ensemble une injustice monstrueuse. Et malgré les dangers, malgré la fatigue, malgré la douleur, ils tenaient, parce qu'ils avaient compris une chose que personne ne pourrait plus leur enlever. La vérité, une fois dévoilée, peut être combattue, déformée, étouffée, mais elle ne disparaît jamais. Elle demeure en silence, comme une semence sous la cendre, prête à renaître, et Madeleine, l'ombre silencieuse des couloirs haussmanniens, en était devenue la gardienne. Le soleil s'était levé sur Paris sans éclat ce matin-là, filtrant à peine à travers les nuages bas qui donnaient à la ville un air de décor en suspension. Le regard de Madeleine se perdit dans les vitres embuées du tramway qui la menait au centre de soins, où Abdel suivait désormais une rééducation régulière. Elle y allait sans faute, comme un devoir silencieux qu'elle s'imposait. Elle ne le disait à personne, pas même à Clément, mais c'était dans ces moments, à ses côtés, qu'elle trouvait un sens immédiat à tout ce qu'ils avaient traversé. Elle avait vu de ses propres yeux le fond du gouffre, et pourtant cet homme, ce survivant, était encore là, luttant pour chaque pas, chaque mot, chaque souvenir. Cela suffisait à chasser le découragement qui menaçait parfois. Mais ce jour-là, une surprise inattendue l'attendait au centre. À peine avait-elle franchi les portes qu'une infirmière s'approcha d'elle, visiblement troublée. « Vous êtes bien, Madeleine Fournier ?»« Oui, pourquoi ? Il y a quelqu'un qui vous demande. Il ne veut parler à personne d'autre. Il dit vous connaître. » Un frisson la traversa. 1000 hypothèses surgirent en elle, toutes plus menaçantes les unes que les autres.
Avait-on enfin mis un visage sur elle dans les cercles de Leclerc? Avait-elle été suivie? Était-ce un piège? Où est cette personne? Demanda-t-elle en tentant de masquer son trouble. Dans la salle de repos des visiteurs. Je vous accompagne. Elle suivit l'infirmière d'un pas lent. En entrant dans la petite pièce au mur crème, elle le vit. Un homme assis au fond, la quarantaine, manteau sombre, sac à l'épaule, lunettes épaisses, le regard inquiet. Il se leva dès qu'elle entra. « Madeleine, je suis désolé de venir ainsi sans prévenir. Je m'appelle Loïc Sarrazin. J'étais médecin contractuel chez Biogénia. J'ai travaillé sur la première phase du programme Helix. Elle resta interdite. Le nom lui disait quelque chose. Elle fouilla dans ses souvenirs. Oui, il figurait dans les notes de Clément, un des premiers chercheurs à avoir quitté le laboratoire, peu avant le début des expérimentations humaines. Sa disparition avait été mentionnée brièvement, sans précision. Certains croyaient qu'il était mort, d'autres qu'il avait été payé pour se taire. Le voilà devant elle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que j'ai fui trop longtemps, et que maintenant je veux réparer. J'ai tout gardé, tout ce que je pouvais, des copies des rapports initiaux, des enregistrements de réunions internes, des échantillons. J'ai tout caché. Pourquoi ne pas être venu plus tôt? Pourquoi ne pas avoir témoigné quand tout a éclaté? Parce que j'avais peur. Parce que j'ai une fille. Parce qu'on m'a fait comprendre gentiment d'abord puis très fermement que mon silence était attendu. J'ai changé de nom, quitté le pays pendant un temps. Mais je n'ai jamais oublié. Et quand j'ai vu votre visage, dans les journaux pendant l'audience, j'ai su que c'était maintenant ou jamais. Madeleine l'écoutait, les bras croisés, le cœur battant fort. Cet homme, s'il disait vrai, pouvait faire basculer toute l'affaire. Son témoignage n'était pas celui d'une victime ou d'un enquêteur bénévole. C'était un acteur direct, un complice repenti. Il pouvait décrire les procédés, nommer les commanditaires, fournir des documents techniques que même Clément n'avait pas pu obtenir. « Vous avez des preuves ?» Il hocha la tête, ouvrit son sac et en sortit une série de clés USB soigneusement étiquetées, ainsi qu'un petit carnet usé aux bords écornés. Tout est là. Ce carnet, c'est mon journal de bord. J'ai tout noté, les conversations, les pressions, les étapes du projet. Et sur ces clés, il y a les plans du protocole initial, les résultats truqués et des mails que j'ai pu récupérer grâce à un accès administratif oublié. Madeleine le fixa longuement, pesant ses mots. « Vous êtes prêt à témoigner. Ça devant un juge, à visage découvert ?» Il inspira profondément. « Oui, mais j'aurai besoin de protection, et que ma fille reste en dehors de tout ça. »« Je comprends. Donnez-moi quelques jours. Je vais vous mettre en contact avec les bonnes personnes. » Elle prit les clés, le carnet lui serra la main. Elle sentit qu'il tremblait. « Merci, » murmura-t-il, « pour votre courage, pour être resté quand tous les autres se sont tus. » Elle ne répondit rien. Elle sortit, se dirigea vers la chambre d'Abdel, s'assit près de lui. Il dormait. Elle resta là un moment, les mains posées sur son sac. Dans ce sac, elle portait désormais des fragments de vérité que personne n'avait encore vus, des preuves indiscutables, une voix de l'intérieur. Ce soir-là, elle retrouva Clément dans une librairie discrète où ils avaient l'habitude de se retrouver depuis qu'ils évitaient les lieux publics. Il lut les notes, ouvrit les fichiers sur un ordinateur sécurisé. Son visage se durcit à mesure qu'il comprenait l'ampleur du nouveau témoignage. S'il parle cette fois, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Il veut parler, mais à ses conditions. On fera en sorte qu'il soit protégé. Ce qu'il apporte, c'est une bombe. Madeleine acquiesça. Une bombe, oui, mais une bombe de mots, de faits, de chiffres. Une bombe de vérité. Et celle-là, elle espérait bien la voir exploser en pleine lumière. Parce que ce n'était pas simplement une question de justice. C'était une question de mémoire, d'avenir, de dignité, et surtout de ne plus jamais permettre à l'oubli de faire son œuvre. La pluie s'était mise à tomber en fines lignes régulières, comme une écriture invisible sur les vitres du petit appartement que Madeleine partageait désormais temporairement avec Clément. L'humidité semblait s'infiltrer jusque dans les murs, et pourtant, aucun des deux ne songeait à s'en plaindre. Depuis l'apparition soudaine de Loïc Sarrazin, leur journée s'était accélérée, rythmée par des rencontres discrètes avec des juristes, des archivistes numériques, des spécialistes en sécurité informatique. Le carnet et les clés USB du médecin repenti avaient révélé des trésors insoupçonnés.
mais aussi des questions nouvelles, plus profondes, plus dérangeantes. Parmi les fichiers, l'un avait retenu leur attention. Nommé simplement EMJ22, il était protégé par plusieurs couches de cryptage. Loïc lui-même ne savait pas ce qu'il contenait, affirmant qu'il n'avait jamais osé l'ouvrir. Il avait été copié presque par accident, à une époque où il tentait de récupérer des fragments de courriels supprimés. Madeleine observa Clément tenter de le décrypter pendant plusieurs jours. Il avait sollicité un ancien collègue de la faculté, un expert en sécurité qui travaillait désormais dans la cybersécurité industrielle. Ensemble, ils mirent en place un système d'analyse progressive, décryptant bloc après bloc. Le soir où le fichier s'ouvrit enfin, un silence quasi religieux s'installa dans la pièce. Clément lança la vidéo contenue dans l'archive. Une image floue apparut d'abord, suivie d'un son saturé. Puis, progressivement, la netteté se fit. Ce n'était pas une animation ou un rapport, mais bien une vidéo tournée à l'intérieur même d'un centre de test. La date inscrite dans le coin inférieur droit remontait à plus de 2 ans. On y voyait plusieurs patients, allongés sur des lits, reliés à des machines. Le son nettoyé par le logiciel révélait des voix, des conversations entre 2 chercheurs. L'un d'eux n'était autre qu'Édouard Leclerc. La phase neurologique est instable. Le sujet B27 montre des signes de perte d'identité. Ce n'est pas notre problème. Il faut un taux de conversion supérieur à 60%. On l'isole et on recommence avec une autre dose. Et les décès? Enterrés dans les protocoles parallèles. Aucun risque. On les a classés en rechute comportementale. Les enregistrements? Ils partent ce soir, tout est sous contrôle. Madeleine se sentit défaillir. Ses voix, ses mots, cette désinvolture glaçante, c'était plus que ce qu'il avait espéré. C'était la preuve irréfutable de la responsabilité directe d'Édouard dans les expérimentations illégales. Il ne supervisait pas seulement le projet. Il le dirigeait. Il donnait les ordres. Il décidait qui vivait et qui mourait. Et il parlait de ces êtres humains comme de composants électroniques défectueux. Ils envoyèrent immédiatement une copie à la journaliste, qui confirma l'authenticité du fichier par recoupement avec d'autres documents fournis par Loïc. En moins de 24 heures, une nouvelle salve d'articles fut publiée. Cette fois, même les médias les plus frileux relayèrent l'information. Le Monde, Libération, Le Figaro, tous parlèrent de la vidéo choc du scandale L9. Le visage d'Édouard Leclerc apparut en une de tous les journaux. La pression monta d'un cran. Un mandat d'arrêt international fut lancé par la justice française, à la demande d'un groupe parlementaire nouvellement formé pour enquêter sur les dérives médicales et scientifiques dans le secteur privé. Mais avec cette nouvelle visibilité, le danger se rapprochait aussi. Madeleine fut abordée à la sortie d'une pharmacie par 2 hommes en civil qui prétendaient être de la police. Leurs questions, vagues, leurs regards fuyants, leur attitude insistante, la poussèrent à alerter Clément. Ils décidèrent de déménager à nouveau, trouvant refuge dans un ancien appartement appartenant à une connaissance de la journaliste situé dans un quartier peu fréquenté du 19e arrondissement. C'est là, au cœur de cet abri provisoire, que Madeleine prit une décision. Elle ne voulait plus simplement survivre aux événements. Elle voulait créer quelque chose, une structure, un lieu de mémoire, d'écoute, de soutien, pas un simple blog ou un groupe sur les réseaux, mais un organisme réel, ancré dans le tissu social. Elle avait vu trop de visages brisés pour ne pas comprendre le besoin d'un espace dédié à ceux qui avaient été réduits au silence. Elle en parla à Clément, qui accepta immédiatement. Il contacterait d'anciens collègues, des associations, des centres de soins alternatifs. Loïc proposa même de participer, de partager son expérience, de former de jeunes praticiens à l'éthique médicale. Ils baptisèrent le projet La Voie retrouvée, un nom simple, une promesse claire. Pendant ce temps, la pression judiciaire s'intensifiait. De nouveaux noms apparaissaient dans les documents. D'anciens collaborateurs d'Édouard prenaient peur et contactaient les autorités, certains avouant des éléments pour réduire leur propre peine. Un ancien administrateur financier parla d'un compte à numéro en Suisse utilisé pour corrompre des inspecteurs. Une femme, ancienne cadre de Biogenia, décrivit avec précision les procédures d'effacement des identités des patients utilisées dans les expérimentations. Le dossier grandissait. Mais Édouard restait introuvable. Une rumeur prétendait qu'il s'était réfugié dans un territoire autonome d'Asie centrale. D'autres disaient l'avoir vu au Brésil,
sous une fausse identité. Les services de renseignement confirmaient seulement qu'il avait quitté l'Europe. Madeleine, quant à elle, ne voulait pas faire de cette fuite le centre de leur combat. Elle savait que l'homme pouvait disparaître, mais pas ses crimes, pas la douleur qu'il avait semée. Et elle sentait plus que jamais que ce combat n'était pas fini. Il était devenu sa raison d'exister. Les jours qui suivirent la publication de la vidéo et la création du centre La Voix retrouvée furent marqués par un mélange étrange de tensions latentes et d'élan collectif. La population, dans son ensemble, semblait enfin s'être emparée du scandale. Les écoles de médecine organisaient des débats ouverts sur la dérive éthique dans les expérimentations cliniques. Les patients oubliés du système médical commençaient à témoigner de pratiques douteuses, trop longtemps tues. Des familles jusque-là isolées contactaient Madeleine et Clément, apportant leurs propres fragments d'histoire, de souffrance, de preuves. Mais face à cet élan, le silence des autorités se fit plus épais. Le ministère de la Santé publia un rapport préliminaire noyé dans un langage technocratique évoquant des dysfonctionnements systémiques, des zones grises réglementaires, sans jamais nommer un seul responsable. Le Premier ministre fut interrogé à l'Assemblée nationale, répondant par une promesse vague d'ouverture d'un comité de surveillance bioéthique. Personne ne parla directement d'Édouard Leclerc. La justice, elle, poursuivait ses démarches, mais le processus judiciaire s'engluait dans les lenteurs procédurales, les requêtes de nullité, les recours en cascade. Madeleine observa ce balai avec une colère croissante. Elle n'avait jamais attendu que l'État soit son allié, mais elle espérait au moins qu'une voix officielle reconnaîtrait ce que tant avait enduré. Ce ne fut pas le cas, et ce silence, précisément, devint le moteur de sa nouvelle détermination. Elle décida que s'il ne parlait pas alors elle parlerait plus fort. La Voix retrouvée devint en quelques semaines un lieu incontournable. Chaque jour, des survivants, des proches, des médecins repentis, des soignants fatigués par la machine administrative s'y présentaient. Ce n'était pas un centre médical, ni un tribunal, ni un lieu sacré. C'était un point d'écoute. Un lieu pour dire, un lieu pour ne plus être seul. Clément, en parallèle, poursuivait son travail dans l'ombre. Il collaborait désormais avec un groupe d'experts en documentation judiciaire internationale. Leur objectif, constituer un dossier capable de passer outre les blocages administratifs français, pour engager une plainte devant la Cour pénale internationale. L'idée semblait folle, mais les faits, eux, étaient d'une précision implacable. Les crimes n'étaient pas de simples abus. Ils impliquaient des essais médicaux non consentis sur des humains vulnérables, parfois menés hors du territoire national, orchestrés par une entreprise transnationale. Cela suffisait à qualifier l'ensemble d'atteintes graves aux droits humains. La presse internationale reprit le flambeau. Le Guardian, Der Spiegel, El País, tous publièrent des articles détaillés sur l'affaire. Certains pays ouvrirent leurs propres enquêtes. Des ambassadeurs furent rappelés pour être entendus. Une pression nouvelle s'exerçait sur les diplomates français, contraints de justifier l'inaction prolongée de leur gouvernement. Pendant ce temps, Madeleine poursuivait sa mission. Un jour, une femme âgée entra dans le centre, le visage marqué, tenant à la main une photo noircie par le temps. Elle expliqua que son petit-fils, sans abri, avait été hospitalisé pour des troubles psychiatriques avant de disparaître sans explication. Elle n'avait jamais pu obtenir de réponse. La description du jeune homme correspondait à l'un des visages floutés apparaissant dans la vidéo de l'entrepôt d'Ivry. Grâce à l'intervention d'un réseau de médecins indépendants, le lien fut confirmé. Le jeune homme avait été utilisé comme cobaye, puis déclaré mort d'un arrêt cardiaque. Son corps n'avait jamais été réclamé. Il avait été incinéré dans un centre de traitement des déchets hospitaliers, selon une procédure expéditive. Madeleine resta avec la vieille femme toute la journée. Elle l'écouta, lui montra les lieux, lui proposa un accompagnement psychologique. Mais surtout, elle lui promit que son petit-fils ne serait plus jamais un nom oublié dans un fichier, qu'il serait désormais une voix dans le récit collectif qu'il bâtissait. Clément, cette nuit-là, lui dit quelque chose qu'elle n'oublia jamais. « Tu sais ce que tu fais? Tu transformes la douleur en mémoire. » Et c'était vrai. Elle n'avait pas voulu cette mission, mais elle ne pouvait plus la quitter. Chaque histoire qu'elle recueillait, chaque dossier qu'elle aidait à reconstituer, chaque silence qu'elle brisait, devenait un acte de résistance contre l'oubli. Puis une rumeur se répandit. Édouard Leclerc aurait été aperçu à Jakarta.
Des journalistes locaux rapportèrent qu'un homme correspondant à sa description vivait sous une fausse identité, protégé par un réseau privé de sécurité. Le gouvernement français, contacté, se refusa à tout commentaire. Mais la journaliste d'investigation, celle qui avait déclenché l'affaire, décida de partir là-bas. Elle voulait vérifier, confirmer, photographier, documenter. Elle proposa à Madeleine de l'accompagner. Cette dernière hésita. « Tu n'as rien à prouver, lui dit Clément. Tu as déjà fait plus que quiconque. » Mais Madeleine n'hésita pas longtemps. Elle avait besoin de voir, de comprendre, de confronter peut-être le monstre qu'ils avaient tous dénoncé, mais que personne n'avait réellement regardé dans les yeux. Avant de partir, elle fit une dernière chose. Elle organisa une cérémonie au centre La Voix retrouvée. Pas une messe, pas une manifestation, juste un rassemblement. Des bougies, des lectures de témoignages, des photos sur des panneaux. Abdel prit la parole pour la première fois publiquement. Sa voix était encore fragile, mais chaque mot résonnait avec une intensité bouleversante. Lorsqu'il termina son discours, toute la salle resta en silence pendant de longues minutes. Puis Madeleine s'avança, prit le micro, et dans une voix calme, elle prononça ces mots. « On ne se bat pas seulement pour les morts, on se bat pour les vivants, pour ceux qui doivent encore survivre à ce qu'on leur a fait, et pour que cela n'arrive plus jamais. » Le lendemain, elle s'envola pour Jakarta. Elle ne savait pas ce qu'elle y trouverait, mais elle y allait les mains pleines de vérité, et le cœur chargé de toutes les voix qu'elle portait. Jakarta, avec ses rues bondées, son air chargé d'humidité, ses klaxons incessants et ses marchés débordants, avait tout d'un chaos organisé. Mais au milieu de cette agitation, Madeleine marchait avec la même précision qu'au temps où elle balayait les couloirs haussmanniens. Chaque pas la rapprochait d'un moment qu'elle n'avait jamais imaginé vivre, se tenir face à l'homme qui avait anéanti des vies entières, y compris celles qu'elle aurait pu avoir si Clément n'avait pas été brisé par la machine silencieuse d'Édouard Leclerc. La journaliste avait été efficace. Grâce à un contact local, elle avait localisé une propriété sécurisée à l'ouest de la ville, dans un quartier résidentiel discret, où des expatriés vivaient protégés derrière des portails électroniques, des gardes armés et des vitres fumées. L'endroit ne ressemblait à rien d'officiel, mais c'était bien là qu'Édouard avait trouvé refuge. Il y vivait sous le nom de Jean-Michel Delattre, entouré de collaborateurs étrangers, se disant consultant en biotechnologie. Il sortait rarement, ne prenait aucun vol commercial, communiquait par réseau crypté et, selon le voisinage, payait grassement pour ne pas être dérangé. Madeleine et la journaliste louèrent un petit appartement à quelques rues de là. Pendant 2 jours, elles observèrent les allées et venues, identifièrent les horaires, les véhicules, les failles de sécurité. Clément, resté en France, coordonnait à distance les échanges avec les avocats et transmettait les informations aux autorités indonésiennes via un contact consulaire. Mais il fallait plus. Une preuve de sa présence, une preuve récente, incontestable, capable de relancer un mandat international et de déclencher une coopération judiciaire. La nuit du 3e jour, elles décidèrent d'agir. Elles avaient reçu l'aide d'un vidéaste local, habitué au reportage clandestin. À l'aube, caméra dissimulée et micro prêt, ils se postèrent près de la résidence. À 7h28, un véhicule noir sortit. Aux vitres légèrement baissées, elles virent son profil. Pas une image floue, pas une silhouette. Incertaine, c'était lui, Édouard Leclerc. Son visage n'avait pas changé. Mâchoire serrée, regard froid, allure droite. L'homme qui avait prononcé dans une vidéo confidentielle ces mots. « Ce n'est pas notre problème ». Il passait maintenant tranquillement les grilles d'un quartier luxueux, ignorant que 2 femmes le traquaient, non par vengeance, mais par devoir. Le vidéaste suivit la voiture à moto, filma son arrivée dans un complexe médical privé, puis son retour 3 heures plus tard. Les images étaient nettes, les plaques visibles. L'identité de l'homme fut confirmée par un logiciel de reconnaissance faciale indépendant, utilisé par une organisation non gouvernementale spécialisée dans la traque de criminels de guerre. Ces preuves furent envoyées dans la journée à plusieurs ambassades, aux journalistes internationaux, à Interpol et rendues publiques sur les réseaux sociaux avec l'accord de la journaliste. En moins de 12 heures, l'information fut reprise mondialement. Édouard Leclerc localisé à Jakarta, les images qui accusent. La pression médiatique, cette fois, était irréversible.
Les autorités indonésiennes ne pouvaient plus l'ignorer. Le lendemain, un communiqué officiel annonça que l'homme connu sous le nom de Jean-Michel Delattre faisait l'objet d'une enquête administrative. Il fut convoqué dans un bureau gouvernemental sous prétexte de vérification de visa. Là, les forces de l'ordre confirmèrent son identité véritable. Il fut placé en détention provisoire dans un centre diplomatique en attendant la décision des autorités sur une possible extradition. Madeleine apprit la nouvelle, en direct, sur le balcon de son appartement, la ville vrombissant en arrière-plan. Elle ne dit rien, elle ne sourit pas. Elle resta là, droite, respirant l'air épais de la capitale étrangère, les yeux perdus dans le ciel gris. Ce n'était pas une victoire, pas vraiment. Les morts ne reviendraient pas. Les années volées, à Clément, les cris silencieux d'Abdel, les nuits d'angoisse, les visages effacés, tout cela resterait. Mais c'était un acte de justice, un acte que personne ne pourrait effacer. Elle décida de ne pas assister à l'extradition. Elle rentra à Paris avec la journaliste, silencieuse tout le long du vol, serrant dans son sac une copie du carnet de Loïc Sarrazin, une clé USB avec les vidéos et une photo d'Abdel qu'il lui avait donnée avant son départ. À son retour, elle retrouva Clément devant le centre, la voix retrouvée. Ils l'attendaient sous la pluie, comme si chaque goutte lavait un peu de leur histoire. Ils se prirent dans les bras sans un mot. Les bénévoles sortirent pour l'accueillir, des patients la reconnurent. Une femme pleura en la voyant revenir. Dans les semaines suivantes, le centre devint plus qu'un lieu d'écoute. Il devint un point de formation, de résistance, d'archives vivantes. Des jeunes y vinrent pour comprendre. Des survivants y vinrent pour témoigner. Des médecins y vinrent pour réapprendre à soigner avec éthique. Édouard fut finalement extradé. Il fit face à plusieurs chefs d'accusation. Expérimentation, non consentie, usage frauduleux de substances, homicide involontaire, falsification de documents médicaux, corruption. Le procès fut annoncé comme l'un des plus importants de la décennie dans le domaine des crimes scientifiques. Madeleine ne se rendit à aucune des audiences. Elle n'en avait pas besoin. Son combat était ailleurs, dans chaque histoire qu'elle continuait de recueillir, dans chaque silence qu'elle transformait en récit. Un jour, alors qu'elle rangeait des dossiers dans la salle principale du centre, elle tomba sur une enveloppe glissée entre deux livres. À l'intérieur, une simple feuille. « Merci d'avoir porté nos voix. Signé, les disparus. » Elle garda cette feuille dans son carnet personnel, entre les lettres de Clément, les premiers articles, et un ticket de métro daté du jour où elle avait vu le nom Biogénia pour la première fois. Et chaque fois qu'elle doutait, qu'elle fatiguait, elle relisait ces mots, parce qu'elle savait désormais que même les ombres ont une voix, et que parfois, il suffit d'une femme ordinaire pour que le monde écoute enfin.